Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Il n'a pas remporté le moindre titre depuis Roland-Garros l'année passée, mais le voilà qui remet les pieds sur sa terre battue chérie, Rafael Nadal, car c'est évidemment de lui dont il s'agit. Va-t-il reprendre la main dans son combat face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic? C'est la grande question du moment et ce sera le thème de notre dossier dans la deuxième partie de cette émission. Avant cela, nous évoquerons l'actualité du moment avec évidemment le début du tournoi de Monte-Carlo, les tournois de Houston et de Casablanca et l'annonce par la FFT d'une terre battue rose à Roland-Garros pour une journée du trophée des légendes féminins. Et puis dans quelques secondes, nous aurons au téléphone depuis Monte-Carlo Arnaud Clément, toujours aussi actif sur le circuit et candidat à la succession de Guy Forget au capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis. À mes côtés, cette semaine, notre capitaine courage, car il en faut pour nous supporter. Enfin, merci surtout Julien. J'ai rien dit encore. Oui, non, je sais. Alors Jean-Paul, ton image de la semaine? Elle sera décalée car elle me vient à l'esprit à l'instant. Vous savez qui est Gaël Lovera? Bien Gaël sûr, Shérif, mais oui, Gaël évidemment. Benedetti. Eh bien, Gaël va être décoré de l'Ordre national du mérite dans quelques jours et c'est moi qui vais lui remettre. Alors ça, quand elle m'a demandé ça, c'était l'image de la semaine pour moi. Pardonnez-moi d'être aussi près de la réalité. Voilà, Gaël Lovera, qui a joué longtemps pour la France, qui a représenté longtemps la Formidable France, qui a championne. été numéro 1 française pendant de longues années, inoxydable et toujours, j'imagine, 1780 sur les cours. son actif, dont au moins 15 de championne du monde. Après avoir fait le bonheur des lecteurs de Tennis Magazine pendant de longues années, le voilà qui sévit notamment sur Slate.fr, c'est Yannick Kochenek. Salut Yannick, bonjour. Qu'est-ce qui t'a marqué ces jours derniers dans l'actualité tennis? Eh ben, ce qui m'a marqué, c'est la survivance du tournoi de Casablanca qui représente le tennis africain qui est bien mal en point. Je trouve que résister au fil des années, malgré les crises économiques, montrer un autre visage du tennis, je trouve ça assez salutaire et qui mérite d'être quand même un peu souligné. Il compte les jours qui nous séparent de Roland-Garros, tant il a envie d'y être. C'est notre ami Julien Pichenet. Alors, tu as compté les jours qui nous séparent de Roland? 34 jours, 21 heures et 48 minutes encore. Avant les premiers coups de raquette, ça fait à peu près 900 heures, un petit peu moins avant les premiers coups de raquette des qualifs, parce que ça commence au qualif. 33 secondes. Bon. Et ton image de la semaine? La demi-finale de Michael Russell, joueur américain. Première demi-finale de sa carrière à 33 ans, 15 ans après ses premiers matchs sur le circuit. Un bel exemple de persévérance et de courage, c'est assez chouette. Voilà qui va sûrement plaire à Arnaud Clément qu'on va avoir dans quelques instants au téléphone. Allez, le Et menu. ton image? Moi, mon image? Oui. Mon image, on y reviendra un tout petit peu plus bon. tard Il dans va se l'émission, Jean-Paul. défiler. Non, je me défile pas parce que j'en ai une, mais on en parlera un peu plus tard. Allez, le menu et les présentations sont faites. Radio Tennis Play saison 1, épisode 11, on y va. Radio Tennis Play. Arnaud Clément est avec nous, mais il est très pressé car il part dans quelques minutes jouer, s'échauffer car il va jouer un petit peu plus tard dans l'après-midi son premier tour de double à Monte-Carlo. Salut Arnaud, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. La douce voix d'Arnaud Clément. Bonjour. Salut capitaine. Oh là là. Bon, Arnaud, merci de nous consacrer quelques minutes alors que tu es en plein tournoi de Monte-Carlo, je le disais. On peut rappeler malheureusement que tu as perdu en qualification, mais que tu joues le double cette semaine aux côtés de Jean-René Lisnard. Alors évidemment, puisqu'on t'a au téléphone, on va forcément parler de Coupe Davis. La première question, Arnaud, c'est de savoir si effectivement tu es bien candidat à la succession de Guy Forget, oui ou non? Oui, non, mais bien sûr. Après, il n'y a pas vraiment eu d'acte de candidature. Non. À partir du moment, voilà, je sais que mon nom a été évoqué parmi 4-5 autres noms, et après, des journalistes qui sont très actifs sur la question en ce moment Crois-tu? sont venus me voir à maintes reprises pour me demander, mais alors, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Je sais bien sûr que ça pourrait m'intéresser. Il y a pas grand-chose de plus excitant comme challenge qu'être capitaine
Coupe Davis, en tout cas quand on finit sa carrière de joueur. Donc voilà, bien entendu. Mais voilà, maintenant c'est, je veux dire, la balle est entre les mains des joueurs. Dans un premier temps, qui doivent se réunir, discuter, et puis des dirigeants de la FFT. Et voilà, et ça serait voilà, ce serait bien qu'ils tombent d'accord tous les deux sur un nom, comme ça donnera encore plus de légitimité au prochain capitaine. T'as les 500 signatures, Arnaud, là, c'est bon. Tu peux te présenter. Non mais après voilà, pour l'instant il n'y a pas eu de contact particulier avec les joueurs, et voilà, on essaie simplement de rester naturel. C'est vrai que c'est une position un peu particulière. Moi, les joueurs, de toute manière, c'est mes potes aussi à la base, et voilà, mes relations de toute manière, quoi qu'il arrive, ne changeront pas avec eux, qu'ils me désignent ou pas à ce poste-là. Si tu devais être choisi, est-ce que ça veut dire que tu arrêterais de jouer, ou est-ce que tu penses que l'année prochaine tu pourrais cumuler encore un petit peu de tennis et cette première année de capitanat? Où est-ce que tu en es dans ta tête par rapport à ça? Non, je pense pas que ça soit cumulable, et de toute manière, quoi qu'il arrive par rapport au capitanat, je pense pas que mon camp me permette d'aller au-delà de 2012. Donc voilà, peut-être que si jamais je ne le suis pas, en tout cas peut-être que je continuerai quelques mois, pourquoi pas finir à l'Open 13, et si jamais j'ai le bonheur en tout cas d'avoir cette responsabilité-là, j'arrêterai ma carrière en fin 2012. Ouais. C'est la question qu'on posait la semaine dernière à Nicolas Escudé. Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre que Sébastien Grosjean, Nicolas Escudé et toi, qui êtes quand même très amis, soyez en compétition pour un même poste? Comment ça se passe quand vous vous croisez? Vous en parlez? Est-ce que je sais pas, quand vous vous appelez au téléphone, c'est un truc que vous évitez, ou justement non, il y a des petits non-dits sur ce sujet-là? Comment ça se passe? Non, on s'est vu justement très très récemment. À maintes reprises, non, il y a aucun malaise par rapport à ça, je dirais. Il n'y a pas de compétition entre nous, dans le sens où si on n'est pas là à faire une campagne, à essayer de convaincre. Et, je veux dire, les joueurs actuels ne sont pas dupes. Ils nous connaissent de toute manière très bien. Ils connaissent nos qualités, nos défauts, nos personnalités, et ça leur suffira, je pense, largement pour avoir un avis sur la question. Alors, si nous étions des joueurs et que tu devais nous convaincre que tu ferais un bon capitaine, qu'est-ce que tu nous dirais? Je crois que Jean-Paul, j'ai pas besoin, Jean-Paul. Ouais, je suis le meilleur. Écoute, moi j'ai donné ma réponse, on te salue, alors les choses sont dites. Jean-Paul, tu as voté Arnaud Clément? J'ai dit salut capitaine, non? Vous avez entendu comment? Messieurs, est-ce que vous avez une question à Arnaud? Moi, je voudrais lui demander, est-ce qu'il n'est pas envisageable de faire un tandem, c'est-à-dire un entraîneur et un capitaine, genre Grosjean Clément réunis, de manière à effectivement à faire cette transition entre la vie de joueur et la vie de capitaine et d'entraîneur? Écoutez, aujourd'hui, je peux pas vraiment vous répondre. Mais moi, je vais répondre, Arnaud. Ouais. C'est impossible, dans la mesure où tous les capitaines ne sont pas forcément des diplômés d'État, c'est-à-dire des entraîneurs. Alors, on peut avoir deux capitaines, mais c'est autre chose, parce que le capitaine est un sélectionneur et il a à ses côtés un entraîneur qui, lui, doit obligatoirement être diplômé d'État pour être nommé par la fédération. Or, je ne sais pas si tous ces jeunes gens qui sont des vieux joueurs, déjà, il faut le dire quand même, sont tous diplômés d'État, et ça, c'est un problème. Donc, s'il devait faire quelque chose à deux, ça serait deux capitaines et capitaine adjoint. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment déjà dans un premier temps, pour le prochain capitaine, discuter beaucoup avec les joueurs, de savoir comment ils se sentent par rapport au fonctionnement actuel, qu'est-ce qu'ils aimeraient garder et changer par rapport au futur. Voilà, et je pense que c'est déjà le premier truc à faire pour le futur capitaine. Après, le fonctionnement, il peut être de plusieurs manières différentes, et voilà, c'est simplement beaucoup de discussions et de réflexions à avoir avant de tout commencer. Bon, en tout cas, l'idée que ta carrière arrive à son terme, vraiment, a fait son chemin dans ta tête maintenant. Parce c'est vrai qu'en te suivant, on a le sentiment que c'était quelque chose qui était un petit peu difficile, tant visiblement ta passion du jeu est intacte. Non, c'est pas difficile en fait. Non, moi j'adore, je suis encore très heureux. On est encore au mois d'avril, j'ai encore plein de mois à m'éclater sur les cours, mais c'est vrai que il y a des difficultés physiques qui sont
qui sont au quotidien un peu plus durs à gérer, notamment au niveau de je vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de mon épaule, un peu de mon coude, c'est des douleurs très récurrentes qui me demandent de faire beaucoup de soins. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu plus lourd, mais j'ai tellement de bonheur à jouer, à m'éclater quand tout va bien que j'en profite encore. Et puis je suis conscient que qu'on arrive au bout de quelque chose. Moi j'avoue, je suis extrêmement fier de ma carrière. Oui, effectivement. Et donc après, de passer à autre chose. L'année prochaine, ça me fait pas peur outre mesure. Non. Julien, tu avais une question pour Roland Garros, Arnaud, c'est dans 34 jours. Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu connais ton programme pour les prochaines semaines? Et est-ce que tu vas solliciter c'est peut-être un petit peu naïf comme question, mais est-ce que tu vas solliciter une wildcard à Roland Garros? Oui, je vais déjà parler à quelques dirigeants de la DTN. Donc j'ai sollicité une wildcard. Ça sera mon dernier Roland. On verra après en fonction de toutes les demandes qu'ils vont avoir à gérer comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, je serais très heureux de jouer encore une fois à Roland Garros. 15 ans après son premier, 97, c'est c'est énorme, des controns. Arnaud aime bien les choses carrées, ouais. Donc c'est parfait. 15 ans, c'est bien, non? 15 ans, c'est bien, c'est très bien. J'ai beaucoup. Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière aussi de m'être très peu blessé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mes petits pépins physiques, mais même avec ces pépins-là, je me dis quand même, Arnaud, tu n'as pas le droit de te plaindre, t'as de la chance. J'ai rarement été arrêté plus d'un mois ou deux. Donc comparé à la petite histoire avec Paul-Henri Mathieu par exemple qui a été arrêté plus d'un an et qui revient au niveau, c'est fabuleux. Mais moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à gérer ce genre de complications. Bon Arnaud, on va te remercier parce que je vois qu'il est 11h20 et tu dois aller t'échauffer à 11h20, donc on va te libérer, on va te remercier, on va te dire merde pour ton double de cet après-midi avec Jean-René Lisnard. Vous affrontez Florian Mayer et Jürgen Melzer. Vous n'allez pas rigoler à mon avis, mais vous avez déjà discuté. Qui va prendre entre Lisnard et toi, qui va prendre les matchs là, les deux? Vous qui n'êtes pas très grands tous les deux. Sachez que les petits gabarits sont plus difficiles à lober que les grands, parce qu'ils ne collent pas le filet. Non, ils y pensent. Si on reste au fond, ils pourront pas nous lober de toute manière. Bon Arnaud, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Avec plaisir. Salut Arnaud. Salut Captain. Radio Tennis Play. Alors mes amis, nous étions au Monte Carlo Country Club, nous allons y rester, où a démarré depuis dimanche le premier des 3 Masters 1000 sur terre battue qui vont nous mener jusqu'à Roland Garros. On vous rappelle que Roger Federer, John Isner, Juan Martín del Potro ne sont pas à Monte Carlo parce que le Masters 1000 de Monte Carlo a un statut à part, il n'est pas obligatoire. Ce qui est le cas des 8 autres tournois. Alors, c'est un statut particulier qui a une histoire. On peut un petit peu l'évoquer. C'était il y a, 3-4 ans exactement, quand l'ATP a décidé de modifier un petit peu le calendrier. Et il fallait faire sauter un des 9 Masters 1000. Ils ont hésité pas mal entre le tournoi d'Hambourg à l'époque. Ouais, et c'est surtout parce qu'il fallait offrir une date au tournoi de Shanghai, enfin en tout cas à la ville de Shanghai, qui avait accueilli le Masters pendant quelques années, et l'ATP aussi avait la volonté d'avoir un gros tournoi en Asie. Et en fait, effectivement, il y avait Hambourg et Monte-Carlo en balance. L'ATP penchait plutôt pour Hambourg. Les joueurs se sont levés, notamment Roger Federer et Rafael Nadal. Les joueurs ont eu gain de cause. Monte-Carlo est resté Masters 1000. Hambourg a été rétrogradé en Masters 500. Mais malgré tout, l'ATP a trouvé cette solution, ce compromis de ne pas faire de ce tournoi un tournoi Masters 1000 obligatoire. Bon, pourquoi pas, c'est pas dramatique non plus. Les joueurs ne se sont jamais gênés, je dirais, pour faire forfait à Monte-Carlo, notamment les Américains, Sampras, Agassi dans le temps, ou même courir alors qu'il était un bon joueur de terre battue. Il venait vraiment très très rarement, donc ça ne change pas grand-chose. Et même, je dirais que le côté positif, c'est qu'ils ont pu se dégager d'un point de vue télévisuel de l'accord qui les liait à Orange, et ce qui se retrouve avec aujourd'hui une meilleure exposition grâce à France Télévisions et Canal+. Donc je trouve qu'à l'arrivée, ils sont plutôt gagnants. Oui, absolument. Donc avant qu'on évoque dans la deuxième partie de l'émission le cas Rafael Nadal, qu'on va évidemment accoler à celui de Novak Djokovic, comment vous voyez ce tournoi qui vient de démarrer? Qui
petit peu tiré son épingle du jeu aux côtés des deux monstres. Ah bah, si on n'a pas une finale Djokovic-Nadal, ce serait aussi surprenant que si on avait deux femmes en tête du premier tour de la présidentielle. Un tournoi, ce n'est pas qu'une finale. Non, mais bon, avant, il y aura peut-être des surprises jusqu'au quart de finale. Demi-finale, parce que Tsonga est tête de série 4 et il n'est pas forcément dit que Tsonga sera en demi-finale. On a des demi-finales qui se présentent comme les demi-finales théoriques, c'est Djokovic-Murray et Tsonga-Nadal. Il y en a 3 qui seront vraisemblablement en demi. Tsonga, après, ça va être un petit peu l'inconnu. Pour les Français, ça va être un peu l'inconnu, je pense. Ce qui a toujours été curieux sur ce tournoi, c'est que quand on regarde le palmarès, on trouve assez souvent, sinon le plus souvent, le meilleur, quand même, qui gagne. Ce sont des grands joueurs de terre. Par contre, on entend depuis des décennies dire à d'autres joueurs, et parmi les meilleurs, si je perds, c'est pas très grave, c'est un tournoi de préparation, ce qui a toujours été très offensant pour Monte-Carlo, parce que un tournoi de préparation qui est un Masters 1000, quand même, c'est quelque chose d'offensant pour les organisateurs. Donc, je crois qu'on aura probablement au passage une ou deux têtes qui vont tomber, comme d'habitude, parmi les meilleurs. Et on arrivera à l'issue du tournoi, probablement, à moins qu'il ait un genou, une épaule morte, Nadal, probablement face à Murray ou à Djokovic. Je ne suis pas sûr que Djokovic soit encore en état de le gagner là, celui-là. Par contre, si c'est lui qui est en finale contre Nadal, je le donnerais assez volontiers vainqueur. Voilà. Est-ce que, justement, dans ce contexte d'un premier tournoi sur terre battue dans la saison, est-ce qu'un Andy Murray n'a pas une carte à jouer, avec flanqué désormais de son nouveau conseiller et puis il faut rappeler que et coach Ivan Lendl. Avec Lendl, mais il faut rappeler que l'année dernière, il a été demi-finaliste et a pris un set à Nadal. Et prendre un set à Nadal à Monte-Carlo, n'importe où d'ailleurs, mais à Monte-Carlo... Avec un coup de souffrant. Oui, mais la demi-finale avait été un petit peu retardée à cause de ça. Justement, il avait fait un bon match, finalement, Andy Murray. C'est toujours l'inconnu, Murray, quand même. Il est trop imprévisible pour qu'on tire des plans sur la comète. On l'a vu à Indian Wells, où il s'est littéralement planté. Et je trouve que là, au début de la saison sur terre battue, c'est difficile de pronostiquer quoi que ce soit pour ce joueur-là. Et est-ce que vous pensez que, justement, comme on rentre dans la saison sur terre battue et que Lendl a été un immense joueur de terre battue, vainqueur de Monte-Carlo aussi, il peut vraiment apporter quelque chose sur cette surface, on l'espère pour lui, à Murray. Le problème se situe au niveau de la perméabilité d'acceptation de Murray, parce qu'évidemment que Lendl peut apporter des choses à Murray, mais on a vu d'autres entraîneurs qui pouvaient apporter des choses à d'autres joueurs et du meilleur niveau se planter parce que le joueur ne recevait pas ce que cet entraîneur ou ce mentor lui disait. Alors, s'il écoute au pied de la lettre ce que Lendl dit, à commencer par encore travailler son physique, qui lui donnera au moment important la confiance nécessaire pour ne pas douter, parce que c'est à partir de là que Lendl travaille, je pense qu'il peut, avec des choix tactiques un peu mieux utilisés, parce qu'il est très intelligent, Murray, mais quelquefois peut-être un peu trop, et au lieu d'aller enfoncer l'adversaire et lui mettre la tête dans le sable, eh bien il le laisse jouer encore. Et là, peut-être que Lendl peut lui apporter beaucoup de choses, encore faut-il qu'il le réalise. Et le problème avec lui, c'est chasser le naturel, il revient en galop. Sa finale de Miami a été complètement ratée d'un point de vue psychologique. On l'a vu à nouveau revenir dans toutes ses frustrations, y compris à l'adresse de Lendl. Donc je crois qu'il est vraiment trop imprévisible pour qu'on puisse aujourd'hui dire ce que va être sa saison sur terre battue. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour un David Ferrer de faire un gros coup et pourquoi pas de remporter un tournoi Masters 1000? Je trouve ça dingue qu'un joueur aussi fort sur terre battue que David Ferrer n'ait jamais gagné un grand titre sur cette surface. Alors c'est vrai que Nadal cadenasse tout depuis 7 ans et Federer aussi et maintenant Djokovic, mais c'est quand même terrible. Mais il est c'est presque tragique de se dire ça. Il est un peu moins fort. Il est cinquième. Oui, mais c'est un des 5 meilleurs joueurs de terre battue de ces 7-8 dernières années, Ferrer. Il va avoir 30 ans. Il a 30 ans cette année. Non, son jeu explique assez bien son manque de... Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas meilleur joueur du monde sur terre battue, il est un des meilleurs, mais il en a au moins 2 ou 3 devant lui, toujours, dans les grands moments. Et sur les autres surfaces,
il est dans les 10, quoi. Voilà. Ce qui fait que pour gagner un grand chelem, il faut un moment, disons, une espèce de Tsonga qui puisse se sublimer sur une surface donnée. Ça sera sûrement pas sur Terre avec Joe, mais pour gagner, bien que n'étant pas meilleur que Ferrer en général, peut-être même, et en tous les cas, pour l'instant, sur les résultats moyens, il est moins bon que l'autre, parce que l'autre a plus de titres et plus de résultats d'ensemble. Donc, je ne crois pas que Ferrer puisse, malheureusement pour lui, parce que j'adore ce joueur, gagner un grand titre à Roland-Garros ou ailleurs parce qu'il est un peu derrière. Pourquoi pas, ouais, mais ce serait effectivement Et rappelons que tous les Masters 1000 depuis Bercy 2010 ont été gagnés par les 4 meilleurs mondiaux, ne parlons pas des grands chelems, donc il y a un petit problème aussi psychologique pour les joueurs qui sont juste derrière de se convaincre qu'ils peuvent effectivement gagner. Mais il y a 20-30 ans, les équivalents de David Ferrer à l'époque arrivaient encore à gagner un tournoi de Monte-Carlo, parce que c'était pas encore aussi fermé. C'était moins cadenassé et les écarts étaient moins importants. Bon, on peut peut-être évoquer aussi les joueurs français. Ça a plutôt été la soupe à la grimace à Monte-Carlo depuis quelques années. Le dernier quart de finaliste, c'est Richard Gasquet en 2007. Richard Gasquet, on peut en parler. Il n'est pas à Monte-Carlo puisqu'il s'est blessé à la cheville en jouant au foot. Gaël Monfils est également blessé. Donc, dire que les 2 meilleurs joueurs français sur terre battue ne sont pas là. La saison ne commence pas très bien quand même. Il y a Simon, il y a Paul-Henri Mathieu qui revient, et puis il y a... Évoquer nos absents. Oui, non, effectivement. C'est presque cyclique, mon fils, il fait le coup tous les ans. Mon fils, il fait le coup tous les ans. Mais là, Roland-Garros, il sera quart de finaliste. C'est vrai que le gros problème, je trouve, c'est pour Gaël Monfils, qui a complètement raté son début de saison à cause de ses blessures, et c'est le joueur qui, je pense, grâce à son jeu, peut réussir quelque chose à Roland-Garros. Et aujourd'hui, dans cette saison 2012, il a pris énormément de retard, et va-t-il pouvoir le rattraper? Quand est-ce qu'il pourra revenir? C'est dommage, vraiment dommage. Pour l'instant, on annonce une reprise au tournoi de Madrid, début mai pour Gaël Monfils. Ce qui est tard, très tard. Oui, ce matin dans l'équipe, on disait même qu'il déprimait un petit peu à force d'être arrêté systématiquement. C'est un cas pour moi qui est difficile. J'en parle avec difficulté parce que j'ai vraiment envie de lui voler dans les plumes. Mais comme je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants de sa vie et de la manière dont il l'amène, je me retiens. Parce qu'un tel talent, quand même... Retenez-moi ou je fais un malheur. Non, je le lui dis, s'il écoute, quoi. Un tel talent qui peut s'exprimer différemment encore sur le court que ce qu'il fait, qui est aussi souvent soumis à des blessures, à des arrêts. Est-ce que c'est vraiment dû au fait qu'il a des problèmes physiologiques qui sont importants, ou est-ce que sa préparation et sa manière de faire ne devraient pas être revues est-ce qu'elle n'est pas critiquable, quoi. Voilà. Alors, en même temps, c'est un joueur qui est toujours allé vers des entraîneurs très durs, comme Roger Rachid, c'est quand même pas un entraîneur du Club Med. Et Chamain, je crois aussi, c'est quelqu'un qui est assez difficile, qui le reprend. Après, on peut s'étonner peut-être, s'interroger peut-être sur ses qualités techniques à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ne l'ont pas lâché, qui ont eu un discours assez dur avec lui. J'ai persuadé que tu as raison. Ils ne l'ont pas lâché et ils ont un discours important. Ce sont des gens qui ont le sens des valeurs, de ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'ils les écoutent ? C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il fait, ce qu'il lui demande. Voilà le problème. Je pense que c'est un peu un joueur comme Yannick Noah, c'est-à-dire la partie affective, ce qui se passe dans sa vie personnelle. Il le dit d'ailleurs parfois sur Twitter, où il glisse certaines choses à ce sujet, a un impact considérable sur sa vie de joueur. Peut-être qu'il fait moins un petit peu la distanciation entre ces deux vies-là que d'autres joueurs qui savent un petit peu séparer. En tout cas, les années passent, mine de rien, pour Gaël Monfils. Donc, je pense qu'il est en train de prendre conscience qu'il est peut-être en train de passer à côté de quelque chose et qu'il va pouvoir se reprendre en main. Si j'avais un conseil à lui donner, pardon Julien, je te coupe la parole. C'était pas intéressant ce que j'allais dire. Si, sûrement. Je lui dirais, tu fais partie des joueurs qui ont de la foudre dans le bras. C'est-à-dire qu'il peut faire circuler la balle le plus vite de tout ce que j'ai vu. Tu es capable, parce que tu le fais à l'entraînement, et sur certains matchs, je jouais à l'intérieur du court pour laisser le moins de temps possible à tes adversaires. Pourquoi n'essayes-tu pas pendant une année, quitte à repartir à la 50e place, après tout? Pourquoi n'essaies-tu pas pendant une année de mettre tout ce que tu possèdes à disposition, et les entraînements physiques, et les entraînements sur le court, et la réglementation de ta vie privée, pour être le numéro 1?
pas le numéro 4 ou 5, le numéro 1. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a ailleurs des blocages. Peut-être ne peut-il pas prendre la balle tout le temps aussitôt qu'on le voudrait. Peut-être ne peut-il pas attaquer aussi souvent qu'il devrait le faire quand on le voit. Mais au moins, met à disposition un certain temps pour essayer. Alors moi, j'avais interviewé Rachid l'année dernière à l'Open d'Australie, qui avait dit que c'était un joueur qui pouvait être 5e mondial, mais il ne le voyait pas numéro 1 mondial. En revanche, il dit effectivement c'est quelqu'un qui peut gagner un grand chelem, comme Yannick Noah il y a quelques années, c'est-à-dire se focaliser comme ça sur un objectif particulier et aller au bout de l'aventure. Mais il manque pas d'ambition, mon fils, parce que quand il fait sa première demi-finale en Grand Chelem, qui est la seule d'ailleurs à ce jour, à Roland-Garros en 2008, après sa défaite contre Federer en demi-finale, 4-7, pas mal, énorme tournoi pour mon fils, on lui dit alors c'est quand même pas mal comme bilan, comme tournoi. Non, mon objectif c'était de gagner. Il tirait la tête après cette défaite en demi-finale contre Federer, alors qu'il avait fait une quinzaine formidable. Ça, je le crois très volontiers sincère. Le problème, c'est de dire avant, je vais faire ce qu'il faut pour gagner. Au moment où il a perdu, il est fâché parce qu'il se dit après tout, je pouvais le battre. Et après tout, je peux le gagner, le tournoi. Seulement pour le gagner, il y avait Nadal derrière. Moi, je voudrais qu'on fasse le total des heures passées à penser au tennis, des heures passées sur le court et des heures passées à jouer à la console Nintendo de Nadal, par exemple, de Federer et de mon fils. On aurait probablement des surprises qui ne seraient pas en sa faveur. Oui, d'où pas très étonnant. Ouais, d'où mon énervement en me disant il rate peut-être la première, la deuxième, troisième place mondiale pour. Voilà. Mais en aucun cas il faut parler de gâchis parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'années devant lui. Ils ont encore beaucoup de potentiel. C'est un peu comme Richard Gasquet, d'une certaine manière, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire nous on attendrait peut-être des monts et des merveilles de Richard Gasquet, mais il s'avère qu'il n'est pas en mesure de produire peut-être les efforts nécessaires pour aller le plus loin possible. Il faut aussi accepter parfois les limites personnelles des joueurs et ne pas s'acharner sur eux, même si... Bon, après les absents, on va parler des présents quand même. On peut peut-être évoquer quelques instants Jo-Wilfried Tsonga. Est-ce qu'il peut enfin briller sur terre battue cette saison? En tout cas, il est remonté comme une pendule. Il n'a jamais été aussi bien préparé pour jouer le tournoi de Monte-Carlo, parce que la rencontre de Coupe Davis France-États-Unis s'est jouée sur terre battue une semaine avant. Donc, est-ce que ça peut, à votre avis, changer quelque chose ça, en bien pour lui? Ça peut en tous les cas l'amener à avoir le jeu de terre battue en tête et dans le physique plutôt que les autres, parce que souvent on sort quasiment de la saison américaine avec des surfaces plus rapides pour se retrouver sur terre battue. Et quand on n'est pas un joueur de terre battue né, et c'est le cas de Joe, il a vraiment, par rapport à certaines autres surfaces, un peu de mal, ça peut lui faire gagner du temps. Maintenant, quand on se réfère au match qu'il fait contre Isner, qui, pour ce qui me concerne, j'avais beaucoup discuté ces jours-ci, je me suis même fâché avec des copains. Je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais pas, Jean-Paul. Non, mais c'est vrai. Il faut hausser le ton. Qu'il critique Tsonga, il perd contre Isner. Moi, je trouve que Isner c'était pour le défendre. Oui, a tellement bien joué que Tsonga n'a pas été au niveau suffisant pour le battre. Et puis c'est tout. Alors, il peut, car c'est une de ses grandes qualités, à Joe, rejoindre ce type de niveau pour cadenasser ses adversaires. Il n'a pas réussi à le faire sur ce match. C'est pas parce qu'il ne l'a pas fait sur un match qu'il ne va pas le faire sur d'autres. Maintenant, je ne sens pas encore son jeu et la manière de faire prêt pour gagner Monte-Carlo, par exemple, contre les joueurs qu'il y a là. C'est pas exclu. C'est pas exclu, mais je ne le sens pas encore prêt. Je verrai une émission spéciale la semaine prochaine. Vous savez quel est son meilleur résultat sur terre battue dans un tournoi sur terre battue à Tsonga? Tu vois, c'est une bonne question. Bonne colle. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Et c'était où? C'était à Barcelone, il me semble. L'année où il perd 2 backers, ça doit être il y a 2 ans. Il y a un match qui s'était déroulé sous la pluie, je crois. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale sur terre battue. Donc peut-être là, il est tête de série 4. Mais la logique voudrait qu'il y aille. Il est important pour lui de bien jouer sur terre battue, en tout cas de ne pas négliger cette préparation-là dans l'optique de la saison sur gazon après. Parce qu'on s'aperçoit souvent que les joueurs qui réussissent sur gazon sont des joueurs qui sont prêts, qui ont bien joué lors des semaines précédentes. Donc c'est assez important pour lui dans la succession de juillet entre Wimbledon et le tournoi olympique. Et oui, puis entre Wimbledon et quasiment la fin de l'année, il va avoir une montagne de points à défendre, Jo-Wilfried Tsonga. Donc il faut qu'il arrive en confiance pour cette partie de l'année. Moi, je dirais que le classement, c'est toujours anecdotique pour moi parce que le classement vient avec les résultats et les victoires. Et les Français, notamment, n'arrivent pas à gagner des Masters 1000. C'est là un peu leur programme pour progresser dans la hiérarchie.
Est-ce que vous voulez glisser 2 mots sur Gilles Simon, qui a passé son premier tour hier? Moi, j'ai un petit faible pour Gilles parce qu'il a moins de moyens physiques à disposition que la majorité des 10 meilleurs, quoi. Mais il a un tel arsenal tactique basé sur de l'intelligence de jeu, une condition physique de marathonien qui l'aide quand même beaucoup parce qu'il est léger, et, il n'a pas de surpoids. Donc, il peut parfaitement, Gilles, je ne sais pas si cette année, mais il peut être un des joueurs surprises pour gagner un tournoi comme Monte-Carlo. Ça peut être le cas. Oui, parce que vous ne savez jamais. Cote, vous ne savez jamais ce qui peut se passer pendant le tournoi. Imaginez que Nadal, qui apparemment est dans sa partie de tableau, disparaisse. Ça peut arriver. Il est en bas, du tableau, Majax, qui passe. Non, mais il peut. Non. Je crois que Gilles fait partie des joueurs qui peuvent créer ce genre de surprise, justement parce que, et ça n'a pas été le cas les derniers temps, mais il a une régularité dans sa conception de jeu et qui met en échec des joueurs qui, ce jour-là, sont un peu en dessous de leur meilleur niveau. Et donc, il peut passer. Il l'a déjà prouvé à Madrid, là, il y a 2 ans. Donc, un petit peu plus. Bon, là encore, je ne suis pas sûr que ce soit ce Monte-Carlo qui soit le sien, mais en gagnerait-il un parce que je ne serais pas étonné plus que ça, parce que s'il n'est pas blessé, c'est vraiment un marathonien. C'est un rabbit. Alors. Je l'entendais sur une radio hier soir, ça a l'air d'aller mieux concernant son dos, qui lui a un petit peu pourri son début d'année. Gilles Simon, messieurs, vous y croyez pour cette saison sur terre battue? On peut rappeler qu'il a remporté un gros tournoi l'été dernier. Il avait remporté le Masters 500, enfin l'ATP 500 d'Hambourg. Ouais. C'est ce qui fait qu'il est encore dans le top 20. Il a pas eu beaucoup un beau paquet de points grâce à ça. De bons résultats, mais il y a eu cette tournée catastrophique en février. Bon, peut-être pas trop. Non, visiblement, il n'était pas bien physiquement. Il n'était pas bien. Puis bon, il a rencontré des mecs qui sont peut-être assez durs à jouer pour des premiers matchs sur terre battue. Je parle de Carlos Berlocq, qui est un crocodile, mais moi j'y crois beaucoup moins que Jean-Paul Lotte à Gilles Simon. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a cette capacité à maximiser son potentiel. On l'a vu avec Arnaud Clément naguère, c'est pas le plus doué, mais c'est quelqu'un qui a su travailler pour arriver jusqu'à une finale du Grand Chelem, ce qui était absolument improbable compte tenu de ses moyens de départ. Je crois que ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui, effectivement, peuvent créer la surprise ici ou là, à Monte-Carlo ou ailleurs dans un Grand Chelem. Il n'y a pas de problème. Radio Tennis Play. On va avancer et évoquer assez rapidement les tournois de Houston pour faire plaisir à Julien et de Casablanca. Houston, ATP 250 qui a été remporté par Juan Monaco, mais il y a encore ton copain John Isner qui a pétaradé puisque après son week-end de Coupe Davis, il s'est hissé jusqu'en finale. En battant Lopez, notamment en demi-finale, c'était pas rien. Il prend un set à Monaco, mais Monaco, c'est un excellent relanceur. On l'a vu retourner des premières balles d'Isner, rentrer dans le court après et terminer le point au filet. Et même sur terre battue face à Isner, en tout cas après ce qu'on a vu en Coupe Davis à Monte-Carlo, ça surprend. Et face à Lopez, il a un petit peu refait le coup du week-end de Coupe Davis. Il a sauvé 8 balles de break sur 8. Donc l'Espagnol était complètement écœuré. Mais la surprise de la semaine, c'est Michael Russell, un joueur né en 78, 1er mai 78. Il a 33 ans. Donc, dès qu'il y a des vieux grognards, il faut mais savoir Julien à court. Tout le monde s'en fout de Michael Russell et moi le premier. On va poser une question. Qu'a failli faire Michael Russell à Roland-Garros? Il fait partie de ces joueurs qui ont failli. Voilà, il a failli. À mon avis, failli. C'est qui d'abord? Jean-Paul ne se souvient pas. C'est le verbe que détestent les sportifs. Américain, gaucher, rouquin, non? Ah non, il est droitier. Il est droitier. Il est un peu rouquin. En 2001, il est à un point de battre le numéro 1 mondial de l'époque, Gustavo Kuerten, en huitième de finale. Qui gagne le tournoi après. Et s'il avait battu Kuerten ce jour-là, ça aurait changé sa vie. Il ne l'a pas battu. Et depuis, jusqu'à la semaine dernière, il n'avait jamais, à 33 ans, atteint les demi-finales d'un tournoi ATP. Et voilà, il le fait. J'aime l'enthousiasme de Julien pour Russell. Mais tout le monde s'en fout de Russell. C'est vrai. C'est des belles histoires. Je trouve que complètement. C'est le jour où il fait 1m73, avait dessiné un cœur sur le central de Roland-Garros. En plus, c'est un petit joueur qui fait 1m60. Il fait très bien le joueur. Il est costaud, il est rappelé. Il a la passion de son métier. Je trouve que il écume les challengers, les petits tournois. Et il a mené des études parallèlement. Il est graduate de je ne sais plus quelle université, mais une université à ses côtés. Non, c'est bien. Vous avez les larmes aux yeux, Jean-Paul. Je ne pleure pas sur son sort, mais il est méritant. Bon, on peut dire aussi un petit mot du tournoi de Casablanca et rendre grâce
à Richard Gasquet, qui, après sa défaite contre Albert Ramos à Indian Wells, avait dit « Attention, sur terre battue, celui-là, il va faire des dégâts. » Il va falloir se le Et connaître. voilà, premier tournoi sur terre battue d'Albert Ramos. Et voilà, l'Espagnol en finale. Alors, c'est un joueur de terre battue classique, gaucher. Et pas forcément un génie du tennis, mais bon, c'est solide. Sa balle Attention, il va falloir se le cogner, Roland. sa balle gicle bien. Et Ramos donc, est allé en finale à Casablanca. Il a perdu contre Pablo Andujar, son compatriote, qui était tenant du titre. Mais Yannick nous le disait en introduction, c'est aussi sympa de voir effectivement un tournoi ATP qui réussit à continuer à vivre sur le sol africain. Ils ont augmenté la dotation en plus, non? Ils sont à $4 000. Oui, je trouve que c'est sympa bien, à l'ATP de l'avoir gardé, parce que bon, c'est vrai que le tableau n'était pas très riche quand même en joueurs. Ça ressemble plus à un challenger, un petit peu de haut niveau, mais je trouve que par rapport au tennis africain, avant qu'il y avait quelques joueurs, notamment avec les Marocains, il y avait des Sud-Africains aussi. Bon, il reste encore Kevin Anderson aujourd'hui, mais je trouve que le tennis africain est un peu à la dérive. Malheureusement, il y a un Tunisien qui arrive, là, Jaziri. Oui, mais il n'y a pas assez de joueurs qui émergent. Et c'est bien quand même de laisser cette chance au Maroc d'être une place comme ça sur la map monde du tennis mondial. Jaziri qui est dans les 100 désormais. Il est dans le top 100 alors qu'il est né en 84. Donc il devrait jouer Roland Garros. Donc il y aura un Tunisien. Il y a une Tunisienne qui avait gagné. Ont Jabbar avait gagné le tournoi junior de Roland Garros. L'année passée. Radio Tennis Play. On va, pour finir cette petite partie actu, évoquer cette annonce de la FFT la semaine dernière. Allez, on va dire anecdotique, mais on pourra voir si ça peut déboucher sur d'autres choses. Donc, de jouer le deuxième jeudi du tournoi, quelques matchs du Trophée des légendes féminins sur une terre battue rose, qui va être installée sur le court numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Et est-ce que vous pensez que ça peut être le départ on sera tous d'une évolution Déjà, on aura vu la terre battue bleue auparavant à Madrid, et on verra si... Verte aux États-Unis. Oui. Absolument, de tradition. Mais là, on est plus dans le gadget qu'autre chose. Oui, donc, j'ai des yeux qui s'arrondissent au fur et à mesure que tu parles. Et je ne sais pas de quel cerveau a surgi l'idée. En tout cas, ça fait parler. Hein. Sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler. Je crois que l'objectif était peut-être là, d'ailleurs, faire parler. Si ces jeunes femmes, enfin, c'est peut-être pas les jeunes d'ailleurs qui vont non, justement, ça va être les plus âgés. Si ces jeunes anciennes joueuses aiment le rose sur le court, pourquoi pas? Et rose pour les femmes, c'est un peu cliché. On peut regretter un petit peu. C'est sur le cours 1, c'est ça? Absolument. Donc il n'y aura plus de match après, en fait. Ils ne seront pas obligés de mettre de la terre battue rose, remettre de l'homme. Le numéro 1 qui devrait disparaître, en principe. Ils vont le démolir avec la terre. Hélas, hélas. C'est peut-être justement en disant on va jouer en rose que les gens diront supprimez-nous ce cours. Ah non. Alors beaucoup de gens l'aiment. Pour nous en dégoûter, parce que je crois que c'est l'un des plus beaux cours au monde, en tout cas. C'est magnifique, ça. Bon, je vois que le sujet vous passionne, donc on va passer complètement à autre chose et on va s'attaquer donc à notre dossier Nadal. Radio Tennis Play. Le dossier Nadal, je vous le disais. Rafael Nadal va-t-il reprendre la main face à Novak Djokovic pendant la saison sur terre battue, avec pour les deux joueurs Roland Garros en point de mire, et pour les deux, l'enjeu est énorme. Un 7e titre pour Rafa, record de Borg effacé. Un grand chelem à cheval sur 2 saisons pour Djoko. Avant que l'on débatte de tout ça, Julien, tu vas nous rafraîchir la mémoire concernant les performances de l'Espagnol sur terre battue depuis son apparition sur le circuit. Des statistiques qui font froid dans le dos. Depuis 2005, plutôt précisément, depuis que Rafael Nadal est devenu un super héros, est devenu le grand Nadal. On peut parler de super héros avec lui. 96% de matchs gagnés sur terre battue depuis 2005. Que 96 96% de victoires. 30 tournois gagnés sur terre battue depuis début 2005. Il n'y a que 5 joueurs qui l'ont battu en 7 ans sur cette surface. Évidemment, Djokovic l'année dernière, Federer, Robin Söderling à Roland-Garros, c'est le seul à l'avoir battu à Paris sur terre battue pour l'instant. Il y a aussi Juan Carlos Ferrero à Rome, mais Nadal était soi-disant blessé, mais Ferrero aussi, attention, il faut préciser que Ferrero était aussi blessé. Et Igor Andreev qui revient un petit peu
dans le top 100 Andreev, qu'il avait battu lui à Valence en 2005. Voilà. Peut-être mettre un petit peu de côté cette perf d'Andreev, mais 5 joueurs seulement. Hein. Il faudrait compter dans le même temps combien de joueurs ont battu, je sais pas, un Gasquet sur terre battue ces dernières années, pour donner un ordre de comparaison. Plus. Ils sont un petit peu plus que 5. En tout cas, les fans de Rafael Nadal vont bien quand ils jouent sur terre battue. Il n'y a pas de quoi se faire du mouron, hein. Pas de quoi se ronger les ongles quand on est fan de Gulbis ou de Benoît Paire comme moi. En revanche, moi je perds 3 kilos par mois. Donc voilà, hein, parce que l'année dernière, tout le monde était affolé. Il a eu 19,5 sur 20 sur sa saison sur terre. Il a perdu des finales de Masters 1000 contre Djokovic, mais il gagne quand même Roland Garros. Tout va bien, hein. C'est un peu le bon élève qui se met à avoir 19. Non, ça va. Et je pense que il sera très très dur à battre encore à Monte-Carlo. Il peut gagner pour la 8e fois. Un joueur qui gagne 8 fois un tournoi dans l'Air Open. C'est surréaliste. Il a fallu sortir toutes les stats. Lui, il le fait de suite, mais Villas a gagné 8 fois à Buenos Aires, pas consécutives. Mais là, il va gagner. S'il gagne 8 fois, il sera octuple tenant du titre. Après, quand il va gagner 12 fois, quand on fera cette émission en 2017, Radio Tennis Play, avril 2017, est-ce que Nadal va gagner la 13e fois? On dira quoi? 12 tuples tenant du titre? Il n'y a plus de mots pour dire ce qu'il fait, Nadal. Ça devient effrayant. Comment on fait pour trouver cette motivation, cette force intérieure pour conserver son titre? Déjà, gagner une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Il y a Franulovic, le directeur du tournoi, qui a offert un cadeau à Nadal. Tu vas prendre une claque, là. Des photos encadrées de ces 7 victoires. Oui, hein, comme ça. C'est large comme ça. Bientôt, voilà, il faudra un camion pour avec toutes les photos. Voilà, mais va-t-il perdre Moi, j'aimerais bien revoir avant ma mort quelqu'un d'autre au palmarès de Monte-Carlo, juste pour voir quel effet ça fait. Je m'en souviens plus. Non, mais en revanche, pour parler sérieusement, il envoie toujours un signal très fort à tout le monde dès le début de la saison sur terre battue en gagnant Monte-Carlo. Et ça, c'est pas rien. Et lui qui est quand même très attaché à ses habitudes, est-ce que le jour où il va perdre à Monte-Carlo, ça va pas un petit peu le déstabiliser, Nadal? Je crois que cette année, c'est extrêmement important parce qu'il a mal au genou. Il ne cesse de le répéter. Il n'a pas gagné un tournoi depuis Roland-Garros l'année dernière. Il attaque sa saison sur sa surface de prédilection. Donc, dans un tournoi où il a gagné 7 années de suite, pour lui, c'est vraiment un moment crucial. Et je pense que s'il évoque tellement ses genoux, c'est parce qu'en fait, il est absolument tenaillé par l'angoisse de perdre ce titre qui pourrait avoir quelques conséquences psychologiques pour lui. Il y a 2 différences fondamentales par rapport à l'année dernière. C'est que déjà Djokovic est là et Nadal sort d'une blessure. Il a déclaré forfait à Miami, hein, il n'a pas joué sa demi-finale. C'était la première fois depuis 8 ans qu'il n'avait pas déclaré forfait sur un match. Donc il arrive un peu dans l'inconnu. Même s'il a gagné Roland-Garros l'année passée, quel poids ont eu selon vous les 2 défaites de Nadal contre Djokovic en finale à Madrid et Rome, qui ont quand même été 2 chocs terribles dans la saison, parce que le voir perdre des finales sur terre battue, c'était super inattendu. On peut même parler de ces 7 défaites consécutives contre le même joueur. Au-delà, effectivement, au-delà de la terre battue. Je crois que Nadal reste le meilleur joueur du monde sur terre battue. Je pense sincèrement. Ouais. Par contre, ce qui est évident, c'est que Djokovic, qui n'est pas le meilleur joueur du monde sur terre battue, peut le devenir parce qu'il est probablement le seul avec Murray à être capable de battre Nadal sur terre battue, compte tenu de son type de jeu. Vous connaissez très bien les difficultés que Federer a sur la balle giclante de Nadal, y compris plein d'autres joueurs, hein, pas que Federer. Et ces 2-là, Djokovic et Murray, sont capables de jouer entre la hanche et l'épaule, sur balle montante, liftée, et de contrôler. Revers au coup droit, d'ailleurs. Hein, j'ajouterais Nalbandian, très grande force. Exact. Nalbandian peut être aussi dans le coin. Donc voilà, il a maintenant en face de lui, disons 3 joueurs qui sont capables de le battre. Alors que jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait quasiment personne capable de le battre sur terre battue, compte tenu des confrontations, des types de jeux, de la puissance déployée, de sa manière de jouer. Donc là, maintenant, quand je le voyais venir sur le court jusqu'à il y a 2 ans, je disais, bon, ça y est, c'est plié, quoi. Aujourd'hui, quand je sais qu'il va jouer contre Djoko, quand je vois qu'il va jouer contre Murray, éventuellement contre Nalbandian, qui souvent est absent, mais quand il est là, je me dis, il peut perdre. Voilà, la différence, elle est là. Il a des joueurs qui peuvent le battre sur terre. On a le sentiment, pardon Yannick, on a le sentiment que Djokovic a trouvé la clé tactique de toute façon face à Nadal, et que Nadal, à l'inverse, lui est en train de chercher justement les solutions pour pouvoir inverser la tendance. Et la question que je me posais, c'est est-ce que justement avec le démarrage de la saison sur terre battue, il va essayer des nouvelles choses pour perturber Djokovic le jour où il va le rencontrer, et peut-être cette semaine à Monte-Carlo, ce qu'on espère.
Moi, je crois que c'est une semaine quand même assez importante pour lui à cause de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, ce qui me surprend beaucoup chez ce joueur qui a tout gagné sauf le Masters, qui a peut-être même d'ailleurs peut-être le plus grand palmarès de l'histoire parce qu'il a gagné une médaille d'or olympique individuelle, il a gagné la Coupe Davis comme Agassi, mais il a plus de titres du Grand Chelem à son palmarès, même si Agassi a le Masters. C'est de voir ces angoisses. On se souvient qu'il s'était bloqué le genou également avant le premier tour de l'Open d'Australie, ce qui ne l'a pas empêché de galoper jusqu'à la finale et de gagner le titre. Il est parcouru comme ça de tensions, alors que son palmarès devrait lui permettre aujourd'hui de jouer complètement décontracté, y compris face à cette bête noire qui est devenue Djokovic. Mais il y a un petit problème là qu'il n'arrive pas à résoudre. Et moi, ce qui m'étonne, c'est un problème intime et personnel. D'ailleurs, c'est assez évoqué dans sa biographie où il évoque beaucoup ce petit problème un petit peu qu'il avait. Mais moi, ça ne cesse de m'étonner de voir le caractère quasi angoissé. Sa conférence de presse hier semblait l'indiquer. Il a l'air complètement bouffé, je dirais, par ses douleurs au genou. Et t'as pas le sentiment qu'il en fait un peu des tonnes ? Un petit peu, je crois qu'il y a un peu de méthode couée un petit peu là-dedans. Ou alors c'est lui qui a tendance à exagérer le poids de ses blessures, parce qu'il joue toujours avec des blessures de toute façon dans sa carrière. Il ne fait que ça. Toujours joué blessé. Voilà, il a toujours joué blessé. Il a refusé d'en blessé. parler très 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 longtemps. Il ne voulait pas se lamenter sur le sujet. Et puis à un moment, il a commencé à l'évoquer. Et depuis lors, on a le sentiment que c'est un peu, ça fait foi d'excuses pour ce qui pourrait lui arriver, tellement il est angoissé. Ça, c'est embêtant quand on a ce genre de choses en tête, quand on se dit, mes petites douleurs ou mes grosses douleurs, on ne sait jamais de trop, vont être la responsable de prochaines défaites. À partir du moment où on le dit, c'est qu'on y pense et qu'on a un problème. Alors, et on envoie un message à ses adversaires potentiels. Ouais, c'est vrai. Julien. Est-ce que ça ne va pas l'amener à alléger son calendrier cette année ? Est-ce qu'on le connaît ? Parce qu'il joue un petit peu plus que les autres sur terre battue. Il y a le tournoi de Barcelone qu'il ne veut jamais. Mais en même temps, toujours il a peu joué en début d'année. Il s'est vraiment ménagé en début d'année. On ne peut pas dire qu'il est... Il va falloir qu'il allège peut-être là dans les conditions. On peut dire qu'il ait couru le cachet. Moi, je pense qu'il peut, l'année dernière, je crois, il avait supprimé Barcelone. Ouais. C'est quelque chose qu'il peut faire comme ça en cours de route. Il n'aime pas du tout le tournoi de Madrid parce que le tournoi de Madrid se joue en altitude. Bon, c'est un tournoi qui a lieu en Espagne. Et la terre battue bleue ne lui plaît pas en plus pour cette année. Il est traditionnaliste et n'aime pas la terre battue bleue. Donc à un moment donné, il pourrait faire effectivement un sacrifice si effectivement il gagne beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a Federer qui est plus très loin maintenant au niveau des points derrière. Et si Nadal est tête de série 3 à Roland, ça voudrait dire qu'il pourrait jouer Djokovic dès la demi-finale. Donc est-ce qu'il peut se permettre comme ça ? C'est important. Ça, c'est important. Est-ce qu'il peut se permettre de faire des impasses comme ça ? C'est important et en même temps qu'il perde en demi ou en finale à Roland-Garros, je pense pas. Enfin, ce serait pas trop. C'est-à-dire que ça modifie le tournoi parce que s'il y en a un qui peut encore battre Djokovic à Roland-Garros, il l'a fait il y a 2 ans, c'est Federer. Il l'a fait même l'année dernière. Et de quelle manière ? Et de quelle manière, oui. Donc ça, c'est important. Messieurs, on va devoir conclure sur ce sujet. Juste pour résumer, Jean-Paul, plutôt positif concernant Nadal pour les semaines à venir ? Oui, il est tellement fort sur terre battue, avec son nombre de victoires, il est toujours pour moi le favori, quoi. Yannick. Il est toujours le favori, mais cette semaine, pour moi, est cruciale. Si Djokovic le bat à Monte-Carlo, je pense que là, véritablement, il y aura un gros problème pour la suite de ses aventures. Julien. Ne me jetez pas de tomates, mais j'ai eu un flash. J'ai rêvé que Federer battait Djokovic en quart et que Nadal gagnait le tournoi sans perdre un set. Tu as des nuits agitées, mon ami. Ça m'a réveillé. Et moi, je vote Djokovic qui va bouffer Nadal pendant la saison sur terre battue. Allez, dans quelques secondes, on va vite passer à l'effet rétro. Radio Tennis Play. Je me tourne vers notre historien en chef, Julien. On va bien évidemment se pencher, t'as eu peur, hein, bien évidemment se pencher sur la longue et belle histoire du tournoi de Monte-Carlo. Alors, on va faire l'effet rétro et le quiz en même temps. Hein. On va faire un apéro quiz. On va sortir les sodas, les cacahuètes, jouer. J'adore jouer à ça. Tout de suite cette restriction, soda, machin. Pourquoi soda ? Parce que j'ai pas le droit de citer. Oui, d'autant que quand on connaît la célèbre terrasse et le célèbre restaurant du Monte-Carlo Country Club, on mériterait mieux quand même. Un petit apéro quiz. On est sur la terrasse du Monte-Carlo Country Club. Voilà, donc là, c'est toi qui vas poser les questions. Mais je te préviens, avec Yannick, t'as un client. Hein. Je sais. On va s'effacer tous les deux. Non. Tout le monde reste là. Nous, allez, il connaît pas les questions, Christophe. Monte-Carlo, beaucoup de joueurs s'y sont installés à Monte-Carlo. C'est pas seulement un paradis sur terre, c'est aussi un paradis fiscal. Mais quel est le premier joueur à avoir élu domicile, joueur de tennis, à avoir élu domicile sur le Rocher ? Borg ?
Borg, évidemment. Bonne réponse de Yannick Kochenek. C'est vraiment pour démarrer Bon, c'est très facile, tranquillement. Facile. Voilà. C'est un tournoi qui est très très vieux, le tournoi de Monte-Carlo. Est-ce que vous connaissez la date exacte, évidemment, de la première édition du tournoi de Monte-Carlo? 1898. 97, moi je dirais. Le centenaire, mais je crois que c'était en 97. Jean-Paul. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben, vous avez raison d'être d'accord, hein, parce que bon, Christophe, t'étais pas loin, c'est effectivement 1897. Ah, un tournoi plus que centenaire. Quels sont les Français qui ont gagné le tournoi de Monte-Carlo? On disait que le dernier quart de finaliste c'était Gasquet il y a 5 ans. Donc, Quels sont les Français qui ont gagné? Pioline a gagné. Pioline a gagné en 2000 et avant Pioline. Pierre Il fallait loin. Darmon. Pierre Darmon, qui a gagné, 62-63, l'année de sa Robert finale Arouet, hier. je crois. Non Non, Robert n'a pas gagné. Après, il finale, fallait. alors. Il y a un des 4 mousquetaires. Un des 4 mousquetaires. Cochet Un seul. Cochet a gagné 3 fois. Henri. Le premier grand champion français, Max de Cugis. Max de Cugis, et un autre qui est plus dur à trouver, qui a gagné en 39 et en 46. 39 et 46. Marcel Bernard. Non. Ou Petra. Non. Pelliza. Pelliza. Jean-Paul. Exactement. Ah, j'ai cru que c'était Jean-Paul Lotte. Pelliza. Non. Jupu. Quels sont les joueurs qui ont fait le doublé depuis l'Air Open, hein? Monte-Carlo, Roland-Garros. On disait qu'il y avait quand même un lien entre Monte-Carlo et Roland-Garros. Au cours des 20 dernières années, il y a eu 11 doublés, dont 7 Nadal. Il y a eu Ferrero l'a fait, Moya l'a fait, Bruguera l'a fait. T'as vu ça? Allez, je vais faire Mouster l'a fait. Mouster l'a fait. Un autre qui criait aussi, pas comme Mouster, mais ça fait... Villander a dû le faire, non? Villander l'a fait? Non. Il n'a pas été loin de le faire. Borg, évidemment. Nastase. Et on a oublié un joueur dans les 20 dernières années. Villas? Non, dans les 20 dernières années. Lander, non? Querten. Querten, Ah bah oui. exactement. Voilà, ça fait quand même pas mal. À l'inverse, doublé. il y a des vainqueurs de Monte-Carlo qui ont perdu dès le premier tour à Roland-Garros. Ça, c'est plus dur à trouver. Ça, c'est plus dur à trouver. Ouais. Batisson. Un Nystrom? Nystrom, c'est le dernier. C'était en 86. Ah. Donc quand vous gagnez Monte-Carlo, Et ça vous Batisson, assure de il a passer. perdu premier tour de Roland-Garros après avoir gagné. Mais ça, Alors, il y a Jean-Paul, longtemps. en 74, Ouais. Batisson ne va pas à Roland. Ah, il vient même pas, je croyais qu'il avait perdu le premier tour. Il vient pas. Bon. J'ai Ah, vérifié. si c'était pour le piéger, c'est pas possible. Et Nastase en 72. Combien de sets Nadal a perdu depuis 2005? Ah, 8. Non, depuis 2005. Ah, 2005. 6. 6. Ça fait 6, ouais. Mais Djokovic, Murray, Federer, Gaudio, Gasquet et Coria ont réussi à lui prendre un set. Et le dernier joueur à l'avoir battu, Guillermo Coria. Coria, en 2003. voilà, ça remonte à 9 ans. Mais je crois que sur les 40 matchs disputés par Nadal à Monte-Carlo, sur vraiment toutes les éditions qu'il ait jouées, il a perdu 8 sets. Voilà, Ça va. au total. Ça fait 8 sets seulement perdus sur C'est le, respectable. sur le rocher. Et enfin, pour Tiens, terminer, je croyais qu'il en avait perdu 9. c'est un nom... C'est un nom qu'on a évoqué tout à l'heure en début d'émission. Quel est le plus jeune joueur à avoir gagné un match au Monte-Carlo Country Club? Richard Gasquet. Voilà, c'est l'anniversaire. C'était il y a 10 ans. Il avait battu Scolari au premier tour à 15 ans et 10 mois. J'en profite pour signaler une toute petite erreur dans l'équipe de la semaine dernière. Parce que c'était le premier match de Gasquet. Il a connu le succès pour son premier match sur le circuit. Et dans l'équipe, on pouvait lire que c'était le plus jeune joueur à avoir gagné son premier match sur le circuit. Hein, que personne n'avait connu la victoire aussi jeune pour son premier match. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un joueur qu'on a tous oublié qui s'appelle Franco Devin qui avait gagné à 15 ans et 1 mois son premier match sur le circuit à Buenos Aires en 85 contre un très bon joueur, Hans Gildemeister, qui a été plusieurs fois quart de finaliste à Roland. Donc c'est très bien ce qu'a fait Gasquet, mais il y a eu encore plus jeune. Ah oui, mais nous, on pensait que c'était à Monte-Carlo. On n'en parlait pas des autres tournées. On l'aurait dit autrement. Hein. Non, plus jeune joueur de l'histoire. Oui, non, Non, mais là, c'était le plus Là, jeune c'était à joueur Monte-Carlo. à avoir remporté mais c'est juste parce que un match sur le grand circuit. je rectifiais parce que ça a empêché de dormir Christophe l'autre jour, ça j'ai dit ça. Moi Non, c'est aussi. toi qui dors mal avec tes statistiques. Julien, C'est merci. magnifique. Radio Tennis Play. Allez, on passe au tweet de la semaine. Il est signé Ivan Lubicic. Jean-Paul, vous parliez d'une image. Je ne m'étais pas mouillé en début d'émission pour donner une image sur les derniers jours de la semaine. Eh bien, moi, c'est la retraite d'Ivan Lubicic, qui était un joueur que j'aime beaucoup. Donc, il a mis un terme à sa carrière ce dimanche, après sa défaite d'entrée à Monte-Carlo, face à son compatriote Ivan Dodic. Et il a tweeté ceci. Il a tweeté ceci. Ce que j'ai ressenti avant cet éventuel dernier match est similaire à ce que j'avais ressenti avant mon premier match. J'ai en revanche bien mieux dormi.
tout ça était accompagné d'un petit smiley qui sourit. Donc c'est amusant de voir quand même qu'un joueur aussi expérimenté avec 14 ans ou 15 ans de carrière était quasiment dans le même état qu'à la veille de son tout premier match. Quel exemple aussi de joueur, parce que tout le monde a suivi un peu au travers des articles qui ont paru une partie de sa vie. Quand on voit d'où vient ce joueur, là où il a abouti, et ça a vraiment été seigneur des cours pendant de nombreuses années, un type avec un comportement quasi irréprochable tout le temps. Et je me suis toujours souvent demandé pourquoi il n'arrivait pas à gagner un grand chelem, ce type-là, à un moment donné, parce qu'à un moment, il était vraiment très, très, très bon. Et c'est un exemple pour les jeunes joueurs dans leur relation avec la presse, avec les médias, parce qu'on ne peut pas trouver personnage plus sympathique et plus... qui aide autant les journalistes. Je trouve que c'est vraiment un exemple de ce point de vue-là. Un type vraiment je peux vous faire la carrière d'Ivan Lubicic en 2 mots. Hein. C'est 14 ans sur le circuit, 726 matchs, 429 victoires, 297 défaites, 10 titres, dont un Masters 1000 à Indian Wells en 2010, où il avait battu sur son parcours et Nadal et Djokovic. Il a joué 14 finales, une demi-finale à Roland-Garros en 2006, une Coupe Davis remportée avec la Croatie en 2005, qui avait été évidemment pour ce pays un événement monumental. Il a remporté le bronze olympique en double avec Mario Andcic en 2004. Il a joué le Masters 2 fois. Et puis Ivan Lubicic, c'est surtout une histoire magnifique avec son coach, qui a été le coach de toute sa vie, Riccardo Piatti, qui doit être bien triste en ce moment de voir son Ivan Lubicic chéri prendre une autre vie. Tu voulais dire un mot sur Ivan Lubicic? C'est juste un petit peu dommage de le voir partir un dimanche matin devant 50 personnes. Je suis allé revoir les images, il y avait un peu de monde quand même. Il n'y a pas eu de standing ovation, elle a eu lieu dans le vestiaire, la standing ovation. Non, mais on ne pouvait pas prévoir que c'était le dernier match, mais c'est vrai, quand on fait son dernier match, quand on fait son jubilé, on rêve quand même qu'il je trouve que ça a été bien commenté, que s'il n'y avait pas 10 000 spectateurs sur le court, il a eu quelques millions de gens qui se sont rendus compte qu'il s'arrêtait. Ouais. Et ça, c'est peut-être important pour lui aussi. Voilà, pour conclure, je peux vous dire qu'il a amassé plus de 10 millions de dollars de gains sur le cours, ce qui devrait lui permettre de voir venir, d'autant qu'il est résident monégasque. Radio Tennis Play. Allez, on arrive au générique de cette 11e émission de Radio Tennis Play. Merci à vous 3 et à Arnaud Clément, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Merci aux équipes d'RTL, ainsi qu'à Gwenaël, Florent et Benjamin à Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV. Tu suis Tennis Play sur Twitter, j'imagine. Je suis Yannick, tennis, toi qui es un tweetos de folie. Tweeter, absolument. Ou aussi, vous pouvez toujours nous contacter par mail, si vous le souhaitez, contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine, c'est Monte Carlo, évidemment, qui est à suivre sur les antennes du groupe Canal, comme on dit. Et puis la bonne nouvelle pour un plus large public, c'est que France Télévisions couvre ce tournoi. Il y a un match par jour sur France 4 et le week-end sera à suivre sur France 3 et France 2. N'oublions pas les dames, avec le barrage de Fed Cup France-Slovénie à partir de samedi. Jean-Paul, Alerte rouge, qui sera diffusé par Sport+. Allez, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine. C'est fini, Michel! C'est fini!